Ottawa a riposté avec un tarif de 50%. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium imposés par le président américain Donald Trump frappent au cœur de la plus grande chaîne d'approvisionnement nord-américaine. La décision de représailles du Canada pourrait instantanément renchérir la chaîne d'approvisionnement de l'automobile et des conteneurs de boissons s'étendant de Détroit à Vancouver si Washington ne recule pas. Les cœurs industriels des deux pays pourraient tomber dans un rythme récessionniste partagé. La position ferme de Carney affaiblira-t-elle l'alliance américano-canadienne ou forcera-t-elle Washington à revenir à la table des négociations? Nous allons examiner les détails des derniers développements mondiaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos vidéos pour rester informé de notre contenu. La réunion du cabinet sur la sécurité tenue à l'El Reo du bureau du Premier ministre fin juin a eu lieu un vendredi après-midi typique. Les journalistes d'Ottawa s'attendaient à un modeste communiqué de presse intitulé Plan de transition énergétique. Cependant, dès la fin de la réunion, une seule phrase divulguée à la presse a alarmé aussi bien les courtiers de Bay Street que les lobbyistes de K Street Carney avaient donné au secrétaire du Trésor et du Commerce pleine autorité pour préparer des représailles contre les tarifs sur l'acier et l'aluminium du président Trump. Quelques heures plus tard, Reuters, Bloomberg et Yahoo Finance ont confirmé les premiers détails du plan. Le Canada prévoyait d'imposer de lourds tarifs sur environ 2,2 milliards de dollars d'importations annuelles de métaux semi-finis provenant des États-Unis avec un plafond de 50% en vertu d'un règlement temporaire à annoncer à la mi-juillet. La décision de Trump en mars a marqué la mesure la plus sévère depuis la création de l'accord de libre-échange nord-américain. Les États-Unis ont commencé à imposer un tarif de 50% sur l'acier laminé à chaud, les profilés d'aluminium et les matières premières d'origine canadienne pour les canettes de boissons pressurisées, défendant cette mesure pour des raisons de sécurité nationale en vertu de la section 232. Des notes internes divulguées par des conseillers de la Maison-Blanche ont révélé que l'objectif principal de Washington était d'empêcher l'acier d'origine chinoise d'entrer sur le marché américain par le biais d'un changement d'origine via le Canada. Cependant, l'administration Carney a rejeté cette défense comme du protectionnisme basé sur des données erronées, ignorant la réelle empreinte carbone et pénalisant les chaînes d'approvisionnement au sein du même bloc d'alliance. La réponse initiale d'Ottawa a été prudente. En avril, le cabinet fédéral a annoncé un fonds de soutien de 3,5 milliards de dollars canadiens sous le nom de Crédit de transition industrielle, offrant des liquidités sans intérêt aux principaux producteurs tels que Stelco, Alcoa, Rio Tinto, Alcan et ArcelorMittal Dofasco. Cependant, fin juin, ce soutien s'est avéré insuffisant. Le tarif américain de 50% avait rendu les bobines d'acier laminées à chaud d'origine canadienne, 38 dollars par tonne, plus cher que le prix spot des contrats à terme de Chicago. En Alberta, la construction de pipelines pétroliers, un fournisseur de châssis automobiles en Ontario et une ligne de compression de boissons en aluminium en Colombie-Britannique ont commencé à accumuler les prêts de la Banque de Montréal en raison de besoins urgents en liquidités causés par l'augmentation des coûts des stocks. L'intention de Mark Carney ne semblait pas se limiter à paralyser le métal avec une double taxe. Entre les lignes de sa déclaration, il y avait un désir de redéfinir la chaîne d'approvisionnement transfrontalière, longtemps considérée comme intouchable en Amérique du Nord. Des sources proches de Carney ont rapporté que le Premier ministre était obsédé par les données depuis ses jours à la Banque d'Angleterre, donnant à ses fonctionnaires 48 heures pour recueillir des détails tels que les lieux de coulée de l'acier, les certificats de chimie des fours à chaud et l'analyse des isotopes de carbone. En d'autres termes, Ottawa se préparait à démanteler l'argument de sécurité nationale de Washington en mesurant où l'acier était coulé, de quelle ferraille il était fabriqué, et même son profil d'émission de carbone. Cependant, Carney n'a pas hésité à utiliser le même dossier comme prétexte à des représailles, déclarant l'empreinte carbone des tuyaux en acier de fabrication américaine est également élevée, alors que notre production est plus propre. Donc, répercuter le coût sur les consommateurs est le problème des États-Unis. D'où vient l'idée d'un tarif de 50%?
Selon des sources familières avec les documents internes du ministère canadien des Finances, la ministre Chrystia Freeland a commandé une simulation de choc fin avril. Le scénario était le suivant: si le Canada augmentait les taxes à l'importation à 50%, les bobines d'acier brut fabriquées aux États-Unis augmenteraient d'au moins 420 $ canadiens par tonne, entraînant une augmentation moyenne des coûts de 850 $ canadiens par camionnette et VUS dans le corridor automobile Détroit-Toronto. La conclusion frappante de la simulation était que la majeure partie de ce coût serait répercutée sur les consommateurs par les constructeurs automobiles, ce qui signifie que ce serait la marge bénéficiaire des véhicules produits aux États-Unis et vendus au Canada, plutôt que les consommateurs canadiens qui supporteraient le choc. En d'autres termes, Carney visait à répondre à la revendication de sécurité nationale de Washington par une réponse multiple en termes de bien-être des consommateurs. La mesure de contre-tarif a provoqué des fluctuations non seulement dans le commerce bilatéral, mais aussi sur le London Metal Exchange. Les contrats à terme sur l'acier laminé à froid sur le LME ont augmenté de 60 cents la tonne en une semaine après l'annonce des mesures de représailles du Canada. Les contrats à terme sur l'aluminium à 3 mois ont dépassé le seuil de 2 540 $ par tonne métrique, atteignant un sommet de 8 mois. Morgan Stanley a interprété cette réaction des prix comme le retour des préoccupations de sécurité d'approvisionnement sur le marché pour la première fois en 6 mois. C'est parce que, malgré sa part de marché apparemment faible, le Canada était un fournisseur clé de lingots d'aluminium à faible teneur en carbone, alimentés par de l'électricité propre en Amérique du Nord. Les lingots canadiens ont joué un rôle essentiel dans les rapports d'empreinte carbone des fabricants de canettes de bière de la région de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et des acteurs de l'automobile comme Tesla. Si le tarif perturbe ce flux, les coûts de conformité carbone augmenteront, entraînant potentiellement des déficits inattendus dans les tableaux de calcul des crédits d'impôt IRA. L'évaluation d'impact préparée par l'Agence des services frontaliers du Canada ASFC a brossé un tableau encore plus sombre. Dans un scénario où les États-Unis ne peuvent pas accéder à l'aluminium canadien, ils achèteraient probablement des moulages d'Australie ou des pays du Golfe. Cette route implique à la fois des émissions de transport élevées et des délais de livraison longs, ce qui aggraverait le bilan carbone des États-Unis. En bref, Carney forçait Washington à affronter non seulement un argument commercial, mais aussi un argument de supériorité environnementale comme monnaie d'échange par le biais de représailles. Le plan d'Ottawa ne consiste pas seulement à imposer des taxes, mais à soutenir le secteur avec un programme de valorisation des ressources nationales. Parallèlement, un projet de loi divulgué à la presse fin juin comprend un fonds Green Steel Accord de 4,8 milliards de dollars canadiens, soutenu par une garantie de crédit de la Banque royale du Canada. Le fonds sera distribué sous forme de crédits d'impôt de subvention en capital et de prêts à faible intérêt pour des investissements tels que la conversion du four à arc électrique, FAE, d'ArcelorMittal Dofasco à Hamilton, la ligne pilote de fer réduite direct à l'hydrogène HDRI d'Alcoa à Sault-Sainte-Marie et le projet d'anode inerte à la fonderie d'Alouette de Rio Tinto Alcan au Québec. En d'autres termes, Carney poursuit une stratégie si le mur tarifaire américain doit frapper à court terme. Utilisons ce temps pour investir dans des capacités à faible émission de carbone. Alors que l'équipe économique de Trump a rejeté cette mesure comme une manœuvre technocratique financière, certains législateurs républicains sur Capitol Hill ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Le sénateur du Wisconsin Bill Hagerty a déclaré dans un communiqué: le Canada est notre premier partenaire agricole, énergétique et métallurgique. Si nous entrons dans un cycle de représailles, la Maison-Blanche peut gagner des points politiques à court terme, mais à Détroit, ce ne seront pas seulement les syndicats qui se soulèveront, mais aussi les PDG. En effet, Ford et General Motors ont noté dans des rapports internes qu'un tarif de 50% sur les tôles d'acier épaisses importées du Canada éroderait la marge bénéficiaire nette des véhicules de 320 $, ce qui représente une perte de profit de 45 millions de dollars sur la durée de vie d'un modèle. Le rapport de l'Institut de finance internationale UEF intitulé Tensions commerciales nord-américaines
publié fin juin, a calculé que si la guerre tarifaire sur le commerce de l'acier et de l'aluminium entre les États-Unis et le Canada se poursuit, la croissance totale du PIB des deux pays pourrait diminuer de 0,3 points de pourcentage d'ici 2026. Bien que ce chiffre puisse sembler faible pour l'économie américaine, il représente un nouveau coup dur pour un système financier déjà accablé par la hausse des taux d'intérêt due à l'inflation induite par les mesures de relance de Trump. Le Canada, en revanche, peut partiellement amortir l'impact grâce à son excédent d'exportation énergétique et à sa monnaie faible. Cependant, l'IIF prévoit que les risques de représailles pourraient réduire la croissance du Canada de 0,4 points de pourcentage via le canal des exportations nettes. L'ingénierie politique de Carney repose sur l'obtention du soutien du NPD et du Bloc québécois au Parlement fédéral. Le chef conservateur Pierre Poilievre a critiqué le premier ministre pour avoir ébranlé les fondations de l'économie du castor en répondant au protectionnisme par le protectionnisme. Mais les sondages d'opinion brossent un tableau différent. Dans les derniers sondages d'Abacus, Data, 61% des électeurs déclarent que des représailles équivalentes devraient être prises contre les tarifs américains. Ce chiffre atteint 68% dans la ceinture industrielle de l'Ontario. En d'autres termes, le plan de contre-tarif de Carney est populaire au niveau national. Néanmoins, Ottawa doit poursuivre un double objectif, répondre aux tarifs de Trump et protéger les producteurs d'acier et d'aluminium, tout en démontrant simultanément aux chaînes d'approvisionnement mondiales que le Canada ne perdra pas son image de refuge stable. Pour résoudre cette contradiction, le Bureau des affaires économiques du Premier ministre a signalé la formule de l'échelle tarifaire en marge de la réunion des ministres des Finances du G7 à Londres. Selon le projet, le Canada annoncera un plafond de 50%, mais montrera dans un tableau transparent que le taux sera graduellement réduit tous les 3 mois si les États-Unis minimisent leurs tarifs de la section 232. En d'autres termes, Carney maintiendra la pression, mais offrira une feuille de route claire pour un recul. La question de l'applicabilité internationale est également cruciale. En 2018, le gouvernement Trudeau a répondu aux tarifs sur l'acier de Trump par une taxe de 25% qui a été levée au même rythme une fois les négociations de l'USMCA conclues. Cette fois, Carney souligne que le jeu du va-et-vient a érodé la confiance et que de nouvelles mesures de représailles doivent être préparées avec une justification solide qui pourrait être portée non seulement aux États-Unis, mais aussi devant le groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Les avocats de l'ASFC ont confirmé qu'ils avaient préparé un projet de plainte au titre du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différents DSU, alléguant que les États-Unis abusaient de la section 232 sur la sécurité nationale. Le procès sera déposé à Genève une fois la décision tarifaire annoncée. En attendant, le plan de représailles du Canada est suivi de près à Tokyo, Séoul et Canberra. C'est parce que les États-Unis ont tenté d'équilibrer des tarifs similaires de la section 232 contre la Corée du Sud et le Japon, avec des quotas tout en exemptant l'Australie. Si les représailles de 50% d'Ottawa réussissent, ces pays pourraient jouer la carte «nous pouvons répondre symétriquement», surtout au Japon, où les importations de matières premières sont coûteuses et les exportations automobiles sont importantes. Les tarifs américains menacent à la fois les investissements de production et de raffinerie. La question de savoir si le Canada étendra le tarif aux fournitures automobiles agricoles ou technologiques n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Les conseillers de Carney affirment que l'objectif stratégique est l'acier et l'aluminium. Cependant, si Washington étend encore ces mesures, l'éventail des réponses pourrait être élargi. Le Premier ministre prend soin de ne pas jouer ouvertement la carte des exportations d'énergie, car 69% du pétrole brut de l'Ouest canadien va toujours aux raffineries américaines et les milliards de dollars d'accords de swap dépendant de ce flux soutiennent les finances publiques du pays. Du côté de l'industrie, la coalition de soutien est large. Marty Warren, président des Travailleurs unis de l'acier du Canada, a déclaré que les tarifs de Trump sont une trahison des travailleurs. La décision de Carney est tardive, mais juste.
L'Association de l'aluminium du Québec a salué le bouclier de l'aluminium car l'effondrement des marges sur les ventes de blocs bruts aux États-Unis avait entraîné une perte de revenus de 280 millions de dollars canadiens en un an. En revanche, certains secteurs importateurs lancent des avertissements. L'Association des brasseurs du Canada affirme qu'une augmentation de 5 cents du prix des canettes d'aluminium pourrait être le coup de grâce pour le secteur de la bière artisanale, entraînant la perte de place sur les étagères pour les petits producteurs de niche. Carnet essaie de convaincre les producteurs de boissons à grand volume, tels que Danone Coca-Cola et Molson, d'accepter des exemptions fiscales partielles basées sur des quotas historiques afin de réduire le risque d'un choc des prix. La presse étrangère rapporte ces discussions en coulisses comme la diplomatie de la large coalition de Carnet. La possibilité que les tarifs sur l'acier et l'aluminium soient retirés aux États-Unis reste incertaine pour l'instant. En année électorale, Trump veut renforcer son engagement d'un bouclier protecteur pour les travailleurs de l'acier dans les États de la ceinture de rouille, tels que la Pennsylvanie et l'Ohio. Cependant, la plupart des installations en question utilisent des matières premières canadiennes, pas chinoises. Si le cycle de représailles se poursuit, un effet boomerang se fera sentir dans la chaîne de valeur. L'American Iron and Steel Institute (AISI) a prédit dans un rapport publié fin juin que si le flux d'acier brut en provenance du Canada est perturbé, le taux d'utilisation des capacités des hauts fourneaux à combustible solide domestiques américains tombera de 4 points, ce qui signifierait la perte de 4 200 emplois en Ohio et 3 600 emplois en Pennsylvanie. Ainsi, avant les élections de novembre, Trump est confronté à un dilemme risqué avec sa propre base électorale. Le protectionnisme nourrit l'idée d'un mur frontalier à court terme, mais il pourrait déclencher le chômage et influencer les préférences des électeurs. Les répercussions dans le domaine des hautes technologies ne doivent pas être négligées non plus. Tesla prévoit de s'approvisionner en aluminium au Canada pour son usine de cellules de Berlin, mais la guerre fiscale augmentera les coûts d'approvisionnement. Si l'entreprise se tourne vers de l'aluminium de moindre qualité en provenance d'Indonésie pour ses superpresses au Nevada, la teneur en carbone augmentera et l'accès à un financement bon marché sera mis en péril. De plus, les alliages pour le corps du Starship de SpaceX dépendent des blocs coulés par Alcoa Montréal. Les mesures de représailles feront grimper le prix des alliages d'aluminium-lithium à haute résistance à l'usure, ce qui entraînera des fluctuations dans les budgets des projets spatiaux. Le rôle de l'Organisation mondiale du commerce en tant qu'arbitre du commerce mondial devient de plus en plus difficile. L'actuel organe d'appel reste bloqué. Les retards dans les décisions du DSU se produisent parce que les États-Unis ont bloqué de nombreux juges géographiquement dominants. La plainte de Carnet auprès de l'OMC restera probablement sur les étagères pendant des années, laissant la question être décidée pendant une période de préférence politique. Ottawa tentera d'obtenir des résultats et de forcer Washington à reculer avec un triangle: contre-tarifs plus incitation à l'investissement, plus pression diplomatique, face à l'impasse juridique. D'un point de vue géopolitique, la tension métallurgique Canada-États-Unis ne laisse pas la Chine simplement en spectatrice. Pékin estime que les contradictions au sein du bloc occidental sont autodestructrices. Cela profite à notre part de marché final. En fait, le ministère chinois du Commerce étend son canal d'exportation d'acier vers l'Asie centrale via l'Union économique eurasienne, visant à rediriger son surplus de capacité de haut au fourneau vers la demande européenne via le Kazakhstan. Si les représailles de Carnet poussent les États-Unis davantage vers l'intérieur, la marge d'exportation indirecte de la Chine pourrait se renforcer. En fin de compte, le plan du Premier ministre canadien de paralyser les États-Unis avec un tarif de 50% n'est pas seulement une technique tarifaire, c'est un ensemble de stratégies à multiples facettes s'étendant à la politique énergétique, à la politique climatique, aux investissements industriels et aux calculs électoraux. Son succès ou son échec façonnera l'avenir de l'architecture économique de l'Amérique du Nord pour la prochaine décennie, car l'acier et l'aluminium constituent l'épine dorsale de 836 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays.
Carney estime que Washington ne peut freiner l'escalade de Trump qu'avec une réponse symétrique basée sur les données, les motifs juridiques et le soutien de la coalition nationale. Trump, quant à lui, espère que son slogan America First résonnera à nouveau dans les urnes. Quels sont vos avis sur cette question? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Pour rester informé des nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Gemini ko the Mac Sai Sotvi, Vei He, Sak Min Kak Kao Traloi Qua Gemini.